Alors, on va faire le tour de l'actualité policière, j'allais dire même au Canada, parce que, tu sais, il est arrivé également, c'était les funérailles hier d'un policier torontois qui est décédé en service il y a un peu plus de 2 semaines maintenant. Il y a eu ce qui s'est passé à Montréal au début de la semaine, donc beaucoup de choses. Et qui de mieux placé que notre enquêteur à la retraite de la Sûreté du Québec, Pierre Sanson, qui est en studio avec nous autres. Pierre, tu as de l'air en forme? Oui, assez. Oui, c'est ça, tu fais attention. J'essaie de faire attention. Tu vois l'âge avancé, fait que... Oui, effectivement. Il me le rappelle tous les jours. Je te le rappelle pas par texto, parce que je te réponds pas assez souvent. Hein. Je le sais, mais je vais m'améliorer. Ça, c'est promis. Donc, on va commencer avec ça, cette fusillade qui arrive en plein jour à Montréal, ou encore, on n'a pas tous les détails. Quelle est ta vision de ce qui s'est passé dans cette affaire-là? Ça faisait 24 ans qu'il n'y avait pas eu un policier de décédé à la Ville de Montréal en devoir. C'est un trop. Ça aurait dû faire beaucoup plus d'années que ça. Mais c'est triste. Les policiers qui ont intervenu, je pense qu'il y a eu beaucoup de vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. On a vu le courage des policiers et policières qui étaient là. Tu sais, quand tu as un appel de même, là, c'est le chaos total. Tu as peu et pas d'informations. Tu t'en vas là sur un tireur actif qui est dans la Côte-des-Neiges, où il y a beaucoup de monde. C'est un des endroits les plus populeux de la Ville de Montréal. Alors, les policiers, ça court là, partout. Puis la menace, elle vient de où? D'en haut, d'en bas, parce que l'information était qu'il était possiblement dans le haut d'un hôtel. Il arrive sur les lieux, il est en bas, il est sur le plancher. Alors, on voit là, dans les réseaux sociaux, là, la personne qui est responsable du Parti vert a blâmé la policière d'avoir tiré la personne innocente victime, alors qu'on ne sait même pas encore si c'est la policière qui a tiré. On l'accuse à tort, là, parce qu'on peut voir dans la vidéo que ça pourrait être elle, mais ça peut être un de ses collègues aussi. Puis je pense que tous les policiers... Ça peut être le tireur aussi, parce qu'il n'était pas descendu encore, là. Ben, oui, effectivement. Fait que, tu sais, on va laisser faire l'enquête avant de blâmer qui que ce soit, mais qui n'aurait pas agi de cette façon-là quand l'innocente victime arrive dans son dos? Puis il faut savoir, Stéphane, que les patrouilleurs, les enquêteurs ne sont pas formés pour arriver dans une situation aussi grave, aussi intense que ça. Des gars, des policiers, des policières qui font partie du groupe d'intervention, du SWAT, eux autres sont formés, ils s'entraînent à tous les jours. Eux autres sont habitués, là, quand il arrive une situation de même, au lieu de regarder l'individu, le visage de l'individu, le corps de l'individu, ils regardent les mains. Tout le temps, ils vont passer des heures d'entraînement à regarder des mains pour savoir s'il y a une arme dans les mains. Mais un patrouilleur, un enquêteur, n'est pas formé de cette façon-là. Alors, la menace, tu ne regardes pas les mains, tu regardes l'individu. Donc, il arrive quelqu'un... voilà la différence entre un patrouilleur et quelqu'un qui est sur une escouade d'élite. Il arrive quelqu'un du coin d'une bâtisse, il tourne d'en face, le patrouilleur, il va regarder la personne, puis peut-être par réflexe, il va tirer. La menace, effectivement. Alors que l'expert, lui, donc qui est sur une escouade entraînée, lui, il regardera jamais si c'est un homme ou une femme, il va regarder les mains, il est-tu armé ou pas, c'est un réflexe automatique, c'est ce qu'il va regarder. Exactement, et lui, il a un casque de fer, il est vraiment équipé pour mieux résister à la menace, mais le patrouilleur, dans ce cas-là, la patrouilleuse, tu sais, elle a juste un petit 9 mm, une petite veste de pare-balles qui protège pas parfait la protection, il n'y a rien au niveau du cerveau, de la tête, rien. Fait arrêtons de blâmer la policière là-dedans alors qu'on ne sait même pas si en plus c'est elle qui a tiré. J'ai aimé le rabbin qui a parlé que lui, en aucun temps, il l'a blâmé. Au contraire, il a louangé la personne, l'innocente victime, comme quoi il avait sauvé des vies. Lui, il a fait ça de façon positive, mais nos bons Québécois sur les réseaux sociaux se sont mis à être méchant avec la jeune fille qui lutte pour sa vie encore. C'est ça, puis qui avait pas beaucoup d'expérience, mais... On parle d'un an et demi de police, mais en a eu 10. Il n'y a pas un policier qui est prêt à ça. Tu sais, je l'ai déjà raconté, j'en ai eu, moi, 3 fusillades, dont celle-là avec Mike Bless. Mais tu sais, c'est plus planifié, c'est plus... Tu sais, tu le vois venir. Tu n'as pas un appel comme ça un matin, là... que tu pars à brûle pour point, là, c'est très dangereux. Le métier de patrouilleur est très, très, très dangereux. Parce que c'est ça, tu sais, quand je regardais les images, tu sais, je voyais, même à un moment donné, après même que le tireur ait été abattu, là, les policiers ont vraiment continué à fouiller le secteur. Ils ont fracassé la vitrine de l'épicerie, entre autres, qui était adjacente à la scène. Ça, on voyait même des vidéos dans l'épicerie avec les gens qui avaient les mains en l'air puis qui filmaient même l'intervention des policiers. Oui, il y a plein de séquences. Là. Okay. Après ma barre, il y avait l'information qu'il y avait 2 individus.
Ouais. Alors, c'est pour ça qu'ils cherchaient encore le deuxième individu. C'est ça, mais tu sais, je voyais un paquet de policiers qui étaient cachés sur le coin d'une bâtisse, tu sais, en chemise à manches courtes, parce qu'on est l'été. Oui, on le veste par balle, puis comme tu dis, ils ont juste un petit 9 mm. Ils étaient pas bien équipés pour aller faire face à un individu comme ça. Est-ce qu'il y aurait pu y avoir intervention d'une escouade plus rapidement ou ça n'existe pas? Même le groupe d'intervention de la Sûreté du Québec s'est rendu sur les lieux. Ils ont bien fait ça, les corps, le service de police de Montréal puis la Sûreté qui sont venus en assistance. Ils ont appelé tout le monde, mais le délai de s'en venir de la Sûreté du Québec qui part de Saint-Hubert, le groupe d'intervention, faut que tu te rendes à Côte-des-Neiges, là, tout était bloqué. Enfin, tu peux pas attendre. Les patrouilleurs, quand il y a un tireur actif, c'est bien plate, tu risques ta vie. C'est comme tu as un appel pour un tireur actif dans une école. Oui, tu veux que le groupe d'intervention, tu as une école, mettons, à Saint-Damien, ça arriverait. Bien, le groupe d'intervention va partir de Québec. Le temps d'arriver à Saint-Damien, bien, le dommage va être fait. Alors, les policiers, ils ont l'ordre de rentrer avec leur 9 mm, leur petit veste par balle et de cerner la menace. Puis ça veut dire que, entre autres, il y avait 2 autopatrouilles, à tout le moins. Les premiers qui sont arrivés sur les lieux, eux avaient... ils savaient qu'il y avait un tireur actif, peut-être à l'étage. Donc, eux, ils avaient à rentrer dans l'immeuble si le gars n'avait pas été en bas. Parce que ce qui les a surpris, c'est que le gars les attendait en bas. Là. Exactement. Okay. C'est le guet-apens, là, probablement, qu'il leur a tendu. Mais oui, il faut qu'il rentre dans l'immeuble, identifier la menace, cerner la menace, puis pour que ça arrête au plus vite. Mais si la personne est barricadée ou est réfugiée dans une bâtisse seule, OK, on va cerner, on va faire un périmètre extérieur et on va attendre le groupe d'intervention. Mais quand la menace bouge comme ça, t'as pas le choix, il faut que... C'est notre journaliste là, à qui on a parlé plus tôt cette semaine, qui a couvert l'actualité de ce côté-là à Montréal, Carl Marchand, nous disait que ça lui a pris, entre la station puis Côte-des-Neiges, ça lui a pris plus d'1 heure se rendre. C'est pas loin, là. C'est presque à côté. Oui, mais en même temps, lui, il n'y a pas de gyrophare. Là, il y a ça, mais... Il y a des situations, mais ça reste qu'il y a un délai, puis ça s'est passé en quelques minutes. Ouais. Mais pour faire du pouce là-dessus... Je pense que tu étais peut-être parti en vacances ou un peu avant de partir en vacances. Le 12 juin, vendredi soir, le 12 juin, écoute, je suis chez nous, j'écoute LCN, il est 22h. Puis là, on annonce que Fadi Daguerre, le chef de police de Montréal, va faire une conférence de presse importante, tout comme François Legault, l'ancien premier ministre, faisait un appel à la nation dans le temps du COVID. Bon, grosse conférence de presse à 22h30, dernière heure, un vendredi soir. Ouais. Fait que là, moi, écoute, je suis assis sur mon perchoir, en prenant un petit gin, tout fébrile. Qu'est-ce qu'il va nous annoncer là? Et puis là, il nous annonce que là, ils viennent de se relever administratif 13 policiers, dont 2 qui ont pas des poursuites criminelles encore, mais que le dossier est soumis au DPCP pour étude à savoir s'il allait avoir des poursuites criminelles. Bon, pour des gestes à caractère raciste, là, les 13 qui sont relevés administratifs, ça, c'est tout sur des allégations. Là, il a créé une tension et un climat, là, Stéphane, c'est incroyable. D'abord, les jours suivants, et depuis ce temps-là, les policiers sont confrontés continuellement à se faire... Ils se font lancer des injures tout le temps. Mais là, lui, là, il a lavé son linge. Il essaie de laver son linge sale au poste 39. SIA, là, on parle tout le temps au conditionnel, allégation, sur la place publique. Là, il a visité tout le monde, toute la province de Québec, là, puis même ça a fait le tour du pays, là, qu'il y a possiblement du racisme dans la police. Mais là, c'est parce que Québec n'a pas d'affaires là-dedans. Lévis n'a pas d'affaires là-dedans. On n'a pas d'allégations de ce genre-là à Lévis, Québec. Puis la Sûreté du Québec, à travers la province. Celui-là, à Gaspésie, à Côte-Nord, cette île, ils se font lancer des injures, alors que les autres ne sont pas du tout là. Mais là, lui, il a décidé, Fadi Daguerre, qui est d'origine libanaise, qui, lui, aime bien prendre le micro. Et là, sa mairesse qui embarque la journée suivante en disant, écoute, ben moi, mon conjoint, c'est un noir, je pense. Et puis, il a été victime 5-6 fois de profilage racial. Bon, c'est quoi? C'est qui ton conjoint? Il est où? C'est quand ça s'est passé? Ça donne pas ces détails-là. Mais quand 2 personnes en situation d'autorité, 2 presque chefs d'État, là, c'est des personnes importantes à Montréal. La mairesse, c'est ce qui est le plus important, puis le chef de police, quand même, viennent mettre un climat là, de racisme possiblement systémique. Oui, Pierre, on aurait retrouvé quand même, il aurait coupé des couettes, des rastas à des criminels. Comme tu viens de dire, on aurait. Ouais. Mais on peut-tu attendre qu'il y ait des accusations? S'il y a des accusations de portée aux criminels, là, il fera une conférence de presse. Et là, il dira, bon, écoute, on a 2 policiers qui ont eu un mauvais comportement. Il y a des accusations qui ont été portées. Et, bon, mais là, on n'est pas là. Il y a un dossier qui est soumis au DPCP, puis une enquête disciplinaire sur d'autres. Attendons, puis une enquête disciplinaire, normalement, là, c'est pas
C'est pas public, ça, là. Si toi, ici, au FM 93, il y a quelqu'un qui la machine à café, l'argent, elle disparaît, ben ça se pense pas que le boss des FM 93 dise on va relever 12 membres ici, le temps de l'enquête, parce qu'il y a quelqu'un qui vole dans la machine à café. On va régler ça, puis c'est à la fin, il y a quelqu'un... C'est des relations publiques, autrement dit. C'est ce que tu sous-entends. Exactement. Tu sais, il est allé faire un gros show avec ça, puis il est allé attirer l'attention, mais il a mis une pression incroyable sur tous les policiers. Sur tous les autres corps de police. Puis aussi, en ce moment, on sait qu'il y a un enjeu de santé mentale, la drogue, les armes à feu. Alors, quand tu viens de donner des munitions comme ça à ces gens-là, de dire « Ah oui, là, vous avez un peu raison, là. On a un problème avec le racisme. Puis il n'y a pas de problème. Puis le racisme, Stéphane, dans la police, je vais te le dire, je l'ai été dans la police 32 ans de temps. C'est pas de notre époque, ça, le racisme. Le racisme, là, je te dis pas qu'il n'y a pas 2 dans la population, puis peut-être aussi dans la police qu'ils le sont, mais le racisme, c'est dans le temps de nos grands-parents. Nous autres, à mon époque, là, on écoutait Racine, là, Kunta Kinte. Ouais. On trouvait donc bien ça grave. Ensuite de ça, ça a été la ligne verte avec... John Café, on était tous... On n'haït pas du tout les ethnies. Les policiers, Stéphane, là, on haït les crottés, on haït les voyous, on haït les bandits, peu importe leur couleur. Les Hells Angels, là, demande-leur s'ils se font arrêter, les autres, sur la route. Puis tous les groupes satellites, aussitôt qu'ils prennent la route, là, ils se font arrêter. C'est-tu du profilage? Ouais, peut-être. Profilage de crottés. Ben, pas ça, systémique. Okay. On les arrête, on les vérifie parce que c'est des bandits. Bon, quand je l'ai déjà donné comme exemple, tu es dans une région, peu importe la région du Québec, si tu patrouilles la nuit, puis tu vois 4 jeunes ou 4 vieux dans un auto qui n'a pas d'affaires là, dans un secteur à chalet, résidence, ben on les intercepte, on les vérifie, on est payé pour ça. Puis je parlais dernièrement avec un petit bandit d'époque. Là. Lui, il me disait, à chaque fois qu'on partait d'un bar, là, parce que lui, il était membre en règle d'un groupe satellite des motards, ils ont partait d'un bar, la rive-sud de Lévis, un bar de danseuse, que tu sais à peu près c'est lequel que je parle. Mm-hmm. Il dit, les policiers nous interceptaient. Puis là, il disait, ouais, ben vous sentez la boisson. Puis là, il dit quoi? Il dit, je sens pas boisson, j'ai pas pris de boisson cette semaine. Fait que là, il dit, non, tu sens la boisson. Parce que là, il y en a un dans le char qui sentait la boisson. Il l'amenait, là, il disait, viens-t'en, tu vas souffler dans l'appareil alert. Mais il dit, je sais que tout ce qu'il voulait, c'était de me fouiller. Mais il disait, à un moment donné, il m'a pogné, j'avais un gun sur moi. Fait que, tu sais, c'était un peu le job, c'est ça, les interpellations. Puis je vais te faire un parallèle vite fait, parce que il est connu, le monsieur Maurice Montboucher. En 95, il est sur la filature, les policiers l'interpellent parce qu'il y avait eu une information qu'il y avait peut-être de la drogue dans l'auto ou un arme. Effectivement, ils ont trouvé, les policiers l'ont interpellé, il y avait un arme dans le coffre à gants, il était 2. Lui a pris le blâme. Le samedi matin, il a plaidé coupable à 6 mois de prison pour possession d'une arme à feu. Il s'est en allé faire du temps à la prison de Sorel, et c'est avec le dossier de la prison de Sorel, parce qu'il y avait eu l'histoire des pâtés chinois, lui, il n'aimait pas le pâté chinois, puis il avait dit je ne veux plus que personne mange du pâté chinois ici dans la prison de Sorel. Fait que ça avait démontré que lui, quand il parlait, c'était vraiment un chef de gang. Bien, c'est avec cette preuve-là qu'ils l'ont fait condamner que c'est un chef de gang. Bref, tout ça pour te dire que des interpellations sur la route, ça n'en prend. Puis là, ben, on voit la mairesse de Montréal qui dit, ben là, les interpellations, elle n'est pas trop d'accord avec ça, il faudrait que ça arrête. Mais de l'autre côté de la bouche, elle dit, ben là, ça nous prendrait un contrôle d'armes à feu. Mais quand vous arrêtez un crotté, là, mettons, le gars, il a sa veste des Hells Angels, ou c'est juste sa petite veste noire, ou, je sais pas, une ceinture, ou des bijoux, là, vous y enlevez tout ça, là? Ben, pas sur la route. Non, pas sur la route, je parle. Mettons, là, vous l'amenez en détention. Ben, tu l'amènes en détention, oui, tu l'amènes pour sa protection. Mais crotté ou non, un monsieur qui est arrêté pour violence conjugale, tu enlèves sa ceinture, ses lacets, etc., là, pour pas qu'il y ait de pendaison. Mais vous y arrachez pas ses cresses, mettons, rien que pour lui dire que... Non, pas du tout. Pour l'impressionner. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça reste que des couettes de cheveux, s'ils ont été coupés... Bon, là, c'est quoi le contexte? Mais je veux pas prendre la défense de ce policier. Peut-être qu'il y a deux crétins là-dedans qui sont dans la police puis ils ont fait des fanfarons. Puis si c'est le cas, ils les condamneront puis ils les enverront en prison s'il faut. C'est assez grave qu'ils soient en prison ou sinon ils perdront le job. Mais c'est pas ça. C'est qu'il a mis trop de pression. Il a mis ça trop... L'enquête débute. Y a-tu à faire un appel à la nation puis mettre le système, charger les policiers là-dedans? Tu t'en souviendras, Steph, on avait fait la nouvelle le lendemain matin, puis ben pas le lendemain matin, mais le lundi matin au retour, puis c'est ce qui nous avait marqué, le fait qu'il avait été à peu près sans nuance dans sa sortie. Tu sais, les dénonciations sont venues de l'interne, ça, c'est ce qu'on a compris également, mais sa sortie à Fadi Daguerre, elle n'était pas « on va voir si ».
C'est on va agir parce que. Tu sais, c'était ça le ton qu'il avait. Exact. Souviens-toi, Val-d'Or, les policiers de la Sûreté du Québec de Val-d'Or qui avaient été... Alex Simon et tout ça, là. Bon, il y avait eu des allégations suite à l'émission de Radio-Canada, de Marie-Maude Denis, je crois, qui avait fait l'émission, que des policiers auraient agressé des Amérindiens. Oui. Bon, il y avait eu, sur le coup, des policiers, je pense que c'était 7 policiers suspendus, transférés dans d'autres régions. Un policier qui avait été identifié par une Amérindienne, une victime, par line-up photo, il était suspendu, il était transféré, et ce policier-là, il n'était même pas policier quand c'est arrivé. Ils ont présenté un line-up, elle l'a reconnu. Fait que tout, puis là, il y avait eu un gros show qui avait été fait. À l'époque, c'était le DG, Martin Prudhomme, qui était là. On suspend les policiers, puis l'enquête grave, ça s'est fini avec quoi? 0 accusations. Zéro sur personne. Il n'y avait absolument rien. C'était toutes des fausses allégations. Mais plusieurs vont dire, ben oui, mais vous vous protégez entre vous autres. Puis, ben là, il n'y avait pas de protection de policiers. La crédibilité des plaignantes, c'était des itinérantes. C'était des personnes en troubles de santé mentale. Puis il y a eu une enquête qui a été faite de façon exhaustive. Ça s'est arrivé à rien. Mais possiblement qu'à Montréal, il va y avoir des mesures disciplinaires qui vont être prises. Puis si c'est le cas, c'est bien correct. Mais c'est juste, il y en a, là, on s'entend, dans Montréal-Nord, de la tension, c'est depuis des décennies. Mais là, c'est Montréal-Nord, pour y avoir été souvent, la majorité de la population, là, c'est des Noirs. Fait que c'est normal que ceux qui se font arrêter à l'âge de 18 ans avec un gros camion 4x4 VUS blanc, des vitres teintées, à 4 heures du matin, puis sont 3-4 dans l'auto, ça se peut que les policiers allument les gyrophares et disent « On veut voir c'est qui est là-dedans, puis pourquoi tu es là-dedans, puis qu'est-ce que tu fais là. » Puis on le voit avec la tension de la guerre des gangs. Bon, ben, tu sais, les policiers font leur travail. Je comprends. Et c'est très complexe. Et la tension ne diminuera pas, là. Moi, je pense que la tension entre les gangs et les ethnies et la police de Montréal, à cause de ça, je comprends très bien maintenant que ça va être très difficile. Très difficile, puis ça va prendre des années avant que ça soit ça revienne comme c'était. Le pire, c'est qu'il y a peut-être des policiers qui ne feront pas des interceptions, justement, pour pas passer à travers tout ce processus-là. Je suis content que tu le dises, parce que c'est exactement ça, puis c'est ce qu'on me dit depuis un bon bout. Le bandit passe à gauche, puis le policier regarde à droite. Parce que, d'abord, eux autres sont vite sur le piton, ces gens-là, pour porter des accusations. C'est des criminels. Je parle pas des ethnies. Les criminels. Les motards, à un moment donné, portaient plainte contre les policiers qui travaillaient beaucoup contre eux autres en déontologie. Il y avait un avocat, là, Feu Martin Tremblay, disait à ses clients, écoute, là, Pierre Sanson, il t'arrête souvent, porte une plainte contre lui en déontologie. Fait que là, le temps que ça se règle, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Durant ce temps-là, t'es pas apte à avoir des promotions. Ça te crée une petite tension, mais il y en a que ça stresse un peu plus que d'autres. Alors, puis, est-ce qu'il t'oblige à arrêter d'arrêter ce gars-là ou d'intervenir dans le dossier de ce criminel-là? Pas mal, oui. Pas mal, oui. Puis ça fait peur aux autres. Fait que tous ceux qui portent plainte, nos criminels en ce moment, peu importe la couleur, qui portent plainte contre les policiers, mais les autres policiers, ils disent « moi, j'en veux pas de trouble. Regarde bien, moi, laisse faire, là, puis je vais m'en aller sur l'autre bord. » Ton record d'arrêter le même gars, là, ils mettent des menottes le plus souvent. Ah, je pense pas avoir de record. Non, pas un gars qui t'a arrêté 8 fois. Là. Non. Bon, c'est sûr qu'on avait des clients plus habituels, là, mais tu sais, je ne donnais pas de registre de ça. Non, j'en ai pas en tête, non. Il n'y a pas de plaque qui est remis pour ça. On l'a dit tantôt, ça a continué là, dans la région. On va y aller en détail parce qu'il y a plusieurs choses. Puis là, on remonte à quelques semaines. Il y a Éric Robitaille dans Pont-Neuf qu'on a retrouvé mort. Il y avait eu des coups de feu également sur une maison à Cap-Santé dans ce secteur-là. Qu'est-ce qui se passe dans ce coin? Port-Neuf, là, c'est redevenu encore... ça bouge encore beaucoup. Éric Robitaille, c'était vraiment connu. C'est quelqu'un qui avait déjà été accusé d'homicide. Il avait fait du temps pour homicide involontaire dans le passé. C'est quelqu'un qui a tout le temps travaillé pour les Hells Angels. Là, il vient d'être victime d'un meurtre. Encore là, le North Savage Gang, BFM, entre guillemets, sont très actifs dans ce secteur-là. La personne qui a eu des coups de feu à Cap-Santé en avait eu il y a quelques mois. On a eu dans les mêmes semaines la jeune fille à Sainte-Foy qui était victime, là encore une innocente victime qui a eu 2 balles. Là, on a tiré à travers la porte. À travers la porte. Bon, mais la personne qui était visée là-dedans, c'est un dénommé Langto, que lui avait été tiré sur le boulevard Pierre-Lelièvre. Il avait été tiré à Sept-Îles aussi. Je crois son prénom, Martin Langto. Aussi une relation là-dedans dans la guerre des gangs. Et là, on a encore une innocente victime à Sainte-Foy. Mais ça brasse beaucoup. Il y a des rumeurs qui commencent à parler que peut-être que les Hells Angels voudraient... Quand les Hells Angels ont eu... à un moment donné, ils ont intégré le groupe, l'anciennement les Rock Machines, là, qui est, avec eux autres, la gang de Fred Fauché, puis là, ils commencent à parler que peut-être qu'ils pourraient intégrer la gang des BFM.
Ils vont essayer de s'entendre ensemble? Il y a des rumeurs. Fait que, tu sais, ils avaient donné à l'époque, dans un restaurant de Montréal, avec un avocat qui supervisait, il avait invité Claude Poirier à boire ça, puis il avait dit, bon, ben Frédéric Fauché, qui est membre en règle, puis Paul Sasquatch Porter, on vous donne des patchs de Hells Angels, on va vous fusionner. Fait que ces gars-là sont devenus la même gang. Ils pourraient offrir des patchs à Dave Turmel? Bon, mais à ce moment-là, est-ce que ça apaise le... Ben là, c'est parce que là, ils auraient pu dans les jambes. Fait que pour faire la gang au North Savage Gang, ça serait peut-être plus facile, mais plus que tu te regroupes ensemble, plus que tu es fort, puis tu as moins d'ennemis. Mais il y a des rumeurs qui commencent à se parler de ça. Parce que là, avant que ça débloque, en ce moment, là, autour des Hells, c'est qui les jeunes? Tu sais, est-ce qu'ils ont des clubs-écoles qui sont plus jeunes ou c'est tous une... Il y a beaucoup de clubs-écoles qui se forment. On est formé encore à Le Binière. On connaît les Red Devils. Okay. Il y a beaucoup de... Mais ils sont pas très actifs. Tu sais, on les voit pas trop faire des crimes avec violence. C'est vraiment, en ce moment, les North Savage Gang qui prennent le contrôle de partout, qui font des... Ils en ont encore battu à Sainte-Claire, Qu'est-ce qui s'est passé à Sainte-Claire? À Sainte-Claire, ils sont allés battre un vendeur, présumément des Hells Angels, et il était vraiment battu. C'est arrivé, tu l'as compté là, avant, là, à Sainte-Marie aussi? À Sainte-Marie, la même chose. C'est arrivé dans les mêmes jours, puis possiblement les mêmes suspects, parce que ça avait l'air d'être le même modus operandi aussi. OK. Et ça continue, donc. Puis là, c'est même rendu à Val-d'Or, là, tout ça. Là, ben, là aussi, on a vu dans des médias, à Val-d'Or, il y a à peu près 3 semaines, 1 mois, qu'il y a eu des incendies criminels mortels. Puis là-dedans, il y aurait au moins 2 innocentes victimes. Puis les policiers de Val-d'Or, ça faisait un petit bout qu'ils disaient, écoute, on a un problème, nous autres aussi, la guerre est pognée ici. Mais les grands médias comme TVA puis Radio-Canada ne vont presque plus en Abitibi-Témiscamingue. Il y a eu beaucoup de coupures dans les médias. Fait que c'est juste les médias locaux qui font la nouvelle dans leur région. Mais... là, avec les incendies mortels d'innocentes victimes, le ministère de la Sécurité publique, la Sûreté du Québec se sont rendus compte qu'effectivement, le problème est en train de se déplacer en Abitibi-Témiscamingue. On sait qu'il y a beaucoup d'argent dans ce coin-là, Val-d'Or, les mines et beaucoup d'argent. Alors, beaucoup de drogue aussi. Beaucoup de drogue. L'argent, évidemment, ça amène à la drogue. Et puis là, la Sûreté du Québec a fait un task force qui est rendu en Abitibi, à Val-d'Or, là, pour essayer de prendre le contrôle sur le problème. Ah ouais, OK. Fait que c'est là, rendu... on a les régions... L'Abitibi-Témiscamingue, évidemment, Sept-Îles, la Côte-Nord, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le North Savage Gang est en train de s'étendre. Et vraiment, il va falloir que... Hey, ça brasse au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là, c'est des nouvelles presque au même rythme qu'ici, là, mais puis, pour une autre région. Pendant ce temps-là, Turmel, lui, y a-tu une nouvelle gang? Ben là, il est parti sur une nouvelle gang qu'on a entendu, ouais. COD, là, je t'épargne le terme anglais, là, mais qui serait plus actif dans l'Est, peut-être Nouvelle-Écosse, Halifax, ce secteur-là. Okay. Mais il a l'air de vouloir s'entendre. Et lui, il y a des accusations qui sont portées contre lui là-bas pour des crimes qu'il a commis en Italie. On parlait de 6 accusations possibles, puis il y en aurait 4 qui auraient été laissées tomber. Mais il est encore détenu là-bas, mais il s'organiserait vraiment là-bas pour faire de la business là-bas. Ici, okay. Ici, il est plus... Fait qu'il est possible encore qu'il évite l'extradition vers le Canada. Je peux pas croire. Je peux pas y croire. Je peux pas y croire. OK. Je peux pas y croire, tu sais, parce que non, mais on peut toujours rester surpris. Mais tu sais, oui. L'Italie, c'est un pays qui a une entente d'extradition avec le Canada. Puis là, je pense qu'il doit y avoir des ambassadeurs là, qui doivent se parler. Là, tu sais, ça va au-delà de la justice. Il y a de la politique là-dedans. À un moment donné, s'il le refusait avec le dossier qui l'atteint ici, je pense que ça créerait une... Ça sera pas très bon pour la dynamique entre le Canada et l'Italie. C'est les Crushing Ops Daily, le COD, là, le nouveau groupe à Dave Turmel. Wow. Achetez-vous des chandails. Fait que, Pierre, ça fait des années que je te connais, puis je sais que la police, c'est ta passion première, puis ta deuxième passion, c'est la politique. Je sais, tu suis ça beaucoup. Fait que là, tu as décidé de te lancer, tu te présentes. Ah ouais. Mais c'est gang des polices qui se présentent. Ben, on a vu dernièrement, là, à peu près 3 semaines, je pense, un ancien inspecteur de la Sûreté du Québec, Guy Lapointe, qui se présente avec le Parti québécois. Guy Lapointe, qui est bien connu pour être le fils de Guy Lapointe, l'ancien numéro 5 du Canadien de Montréal. Guy Lapointe, c'est un ancien porte-parole de la Sûreté du Québec. Lui, il a grandi, il a fait sa carrière comme porte-parole, un peu comme Yann Lafrenière, notre ministre de la Sécurité publique, qui était longtemps aussi porte-parole. Donc, pas tant de patrouille que ça, là. Un petit peu de patrouille, mais pas de... Ça s'est pas mal arrêté là pour Guy Lapointe. Fait que
tu sais, je vois, là, par contre, c'est du monde qui s'exprime bien devant les médias. C'était leur carrière. Ils ont eu des formations. On le voit, M. Lafrenière, il y a une prestance, il s'exprime bien. Puis je pense qu'il fait un bon travail aussi. Il faut le donner. Mais là, j'ai vu M. Lapointe se présenter aux côtés de Pierre Saint-Pierre, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est venu en rajouter une petite couche. Ben là, la loi, là, sur ce que M. Lafrenière a fait au niveau de la loi pour le port des patchs, je pense qu'on pourrait en rajouter une petite couche. Tu sais, il n'y a aucune expérience en enquête. C'est un porte-à-parole. Mais bon, on verra ce que ça va donner. Dans les semaines, peut-être il y a 15 jours, la semaine passée, il y a 15 jours, on a un autre inspecteur de la Sûreté du Québec, Charles Hudon, qui se présente, lui, au niveau du Parti libéral ici, sur la Rive-Nord de Québec. Lui, il était de la Sûreté du Québec aussi? Lui, il était de la Sûreté du Québec. Lui, je l'ai connu dans ma carrière un petit peu. Lui, c'est lui, quand on a fait le podcast sur les 3 évadés de prison qui s'étaient évadés en hélicoptère hors Saint-Ville le 7 juin 2014, Charles Hudon était à ce moment-là capitaine au crime majeur à Québec. C'est lui qui avait supervisé l'enquête. C'était lui le chef d'orchestre. Tu sais, quand tu fais une enquête de cette envergure-là, c'est un casse-tête. Hein? Ceux qui sont sur la filature, ceux qui vont chercher des mandats d'écoute, des mandats d'entrée, des enquêteurs qui interrogent les témoins, des enquêteurs qui interrogent les informateurs, sont tous aussi importants que l'autre. On a tous besoin. Mais on a besoin aussi d'un chef d'orchestre qui a des... On peut-tu dire ça à la radio, des couilles? Oui. Bon, tu sais, qui est capable de dire à Montréal, parce que souvent à Montréal, le 1701 partenaires veulent s'approprier du dossier, le driver de loin. Lui, Charles Hudon, moi, je l'avais connu juste dans ce dossier-là. J'avais déjà entendu parler de lui, mais lui, il avait des couilles de dire c'est blanc ou c'est noir, mais on va trouver les bandits. Et puis, il avait fait ça. Puis il n'avait pas enlevé le dossier, il avait gardé le contrôle du début à la fin. Là. Il a fait confiance aux membres qui étaient là, à ces hommes. Puis, ça a fait que 15 jours après, les évadés avaient été retrouvés. Fait que c'est quelqu'un que, lui, sa carrière, il ne l'a pas faite aux affaires publiques. Il l'a fait sur le terrain, puis à aller chercher des diplômes. Il a tout le temps été à l'école. Il a beaucoup de diplômes, fait que c'est un gars intelligent. À cette heure, c'est pas mon ami, tu sais, je ne vais pas souper chez eux, il n'est pas souper chez nous. Je l'ai connu dans un dossier. Il a une très bonne réputation à la Sûreté du Québec. La suite, on verra la suite. Parce que, tu sais, M. Lafrenière, tu l'as dit, on l'a rencontré récemment, super sympathique, il a de l'air très au courant des dossiers qu'il a amenés et tout ça. Puis avant ça, il y a eu Guy... non, avant ça, il a été politicien, il y a eu des problèmes. Guy Ouellette. Guy Ouellette, tu sais, il a quand même fait une bonne job. Là. Il y a eu des embûches qui ont été démontrées que c'était pas de sa faute. C'était pas de sa faute. Lui du tout. Fait que, il y a des policiers qui peuvent avoir des belles carrières en politique. As-tu déjà été approché, toi, pour... Non, pas du tout. J'ai probablement trop de cadavres dans mon placard. Là. OK. Des cadavres. C'est ça. Mais non, je n'aurais pas eu d'intérêt parce que, tu sais, ça demande... tu sais, comme lui, qu'on parlait, Charles Hudon, tu sais, ça a des diplômes, c'est plus jeune, c'est dans fleur de l'âge, c'est un excessivement très gros travaillant. Moi, tu sais, à 60 ans, c'est pas moi, là, puis j'ai pas les diplômes pour... puis j'ai pas la prétention que je ferai un bon politicien. C'est périlleux, faire de la politique. Ouais, c'est ça. Être bon, c'est plus assez, là. C'est ça. Faut que tu sois habile, faut que tu sois... très bon communicateur. Très bon communicateur, mais ce qui n'est pas un de tes problèmes. Là. Non, mais tu le vois, Yann Lafrenière, il s'exprime très bien. C'était sa carrière, tu sais, puis il est bon. Puis je pense qu'à la date, il a fait un bon travail. Là, pas parce qu'il a peut-être pas autant d'expérience sur le terrain que d'autres, mais ça ne fait pas dire que c'est pas un homme, un bon gestionnaire quand même. Puis il faut savoir patiner. Nico, t'as dit que tu savais pas patiner, là, pour vrai, là, mais il faut savoir patiner. Puis il y en a un autre policier qui s'était présenté, t'as fouillé tantôt, là, dans Côte-du-Sud, qui était candidat. Laurier Michaud, qui a dû se retirer lui aussi. Bon, là, on dit que... On sait pas pourquoi, là, mais... Nico, tantôt, ce qui m'a lu, c'est que l'investiture avait été... Il y a eu des allégations sérieuses. C'est le chef lui-même qui l'a retiré. Là. C'est pas... OK. Il y a eu des allégations, parce que aussitôt que tu te présentes, j'imagine que c'est ce qui sort. Là, on a parlé de quelqu'un d'autre que nous, on connaît ici. On a parlé de ça hors des ondes, de quelqu'un qu'on connaît, qui a décidé de se présenter. Si tu peux pas effacer tes tweets, le reste, c'est plus difficile. Là, ouais. Il y en a qui peuvent juste effacer leurs tweets, puis ça passe. Là. Mais la personne de qui on a parlé, qu'on nommera pas, lui, il a fait le ménage de tout ça avant d'annoncer. Ben oui. Fait que ça a tout effacé, les tweets. Tout effacé. C'est devenu quelqu'un de fréquentable et de présentable. On a les captures d'écran quand même. Ah, OK. Ben oui. Mais en même temps, on ne veut pas se mêler de ça. Non.
Ouais. Charles Hudon a joué en Suède aussi l'hiver passé. Ah oui, c'est l'ancien Ouais, du c'est pas le même. On parle pas du même. Tout à fait. Puis, c'est quoi, René Verrette, le gars qui était au DPCP, qui lui a Ouais, décidé de sortir? l'ancien procureur du DPCP, celui qui avait fait condamner Guy Turcotte, qui est maintenant avocat de la défense. Lui, il s'était présenté... c'est dans Louis Hébert, je crois, dans le comté des Hébert pour le Parti libéral, puis il a décidé de se retirer, voyant la lourdeur du travail. C'est un René de peut-être 60, 62 ans. Fait que il a vu ça trop lourd, je pense, puis il a décidé de quitter. C'était un bon candidat, mais... Bon. Fait que voilà, on a fait une grande mise à jour. On va se reprendre la saison prochaine. Pierre, il va avoir le temps de se passer bien des choses. Assurément. D'ici là. Pierre Sanson, enquêteur à la retraite de la Sûreté du Québec, était notre invité.